Donc moi, c'est Frédéric Ballon, je suis floréfois. Donc Floref, c'est une petite commune près de Namur, une petite commune semi-rurale. J'ai 22 arts au total, dont une grosse partie est mise en verger, potager et aussi voilà, un poulailler. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une autonomie en termes de fruits et légumes. Et c'est de renforcer la biodiversité. Ça fait depuis 2004 que je suis en zéro phyto. Le verger date d'il y a une grosse douzaine d'années maintenant. J'ai eu l'occasion de racheter cette parcelle-là. Et alors, au niveau des ravageurs, effectivement, donc, le principal, c'est le carpocaps. C'est vraiment le principal problème. Et donc, au niveau des fruitiers, l'idée, c'est vraiment d'avoir une diversité pour étaler aussi bien la production dans la saison que d'essayer de minimiser les risques avec les gelées tardives, ce qui permet d'avoir des floraisons étalées également. Mais de nouveau, en variant les variétés, il y a des variétés qui sont sensibles et d'autres pas, donc ou plus sensibles ou moins sensibles. Donc cette année, j'en ai quasi pas de la rouille, par exemple. Ben voilà, on sait bien que la saison n'est pas, mais il y en a quasi pas. Même du coup, en fonction des années, vous voyez des variétés de poiriers qui sont plus ou moins sensibles à la rouille et des variétés de pommiers poiriers plus ou moins sensibles au carpocaps, aux attaques? Ça se voit moins sur celles qui produisent actuellement, mais c'est pas impossible que pas impossible. Pour moi, qu'il y en aura qui sont moins sensibles. Et donc, j'ai des hautes tiges qui n'ont quand même que maintenant une grosse dizaine d'années. Donc, le premier commence à réellement produire cette année. Donc, et il y en a beaucoup et on sent qu'il y a plus de pommes. Donc, pour moi, c'est moins sensible. Il y a quand même des variétés qui seront moins sensibles. J'ai une haie au nord, qui est une haie mixte avec toute une série de variétés. Il y a du cornouiller, de l'aubépine, du charme, de l'érable champêtre, de l'églantier. L'idée, voilà, c'était vraiment d'avoir une grande diversité dans la haie pour éviter une monoculture. Ce qui évite également parfois des problèmes également. Si on a une maladie qui s'installe, bah, au moins il y a une petite partie qui éventuellement a des problèmes et tout le reste reprend le dessus et continue à avancer. Et en plus, ça offre à la fois le gîte et le couvert aussi bien aux oiseaux qu'aux pollinisateurs et donc à toute une série d'insectes. On a des réservoirs pour les coccinelles, pour les forficules, pour toute une série d'autres insectes. Elle est semi-libre parce que je la taille une fois par an. Et à côté de ça, bah, ça sert quand même très très fort pour les oiseaux. On a énormément d'oiseaux qui restent dans ces haies. Et comme j'ai dit, bah, voilà, comme il y a une diversité dans les plantes, bah, on a des graines, enfin des fruits qui apparaissent à un certain moment, on a des fleurs. Donc on essaye d'attirer également toute une série d'oiseaux via des prairies fleuries qui permettent d'attirer le chardonneret, le verdier, enfin une série d'oiseaux comme ça. Et on a également placé des nichoirs à rapaces. L'avantage des espaliers, c'est qu'il faut mettre des piquets, donc au-dessus, on a mis des nichoirs à rapaces. Alors, au niveau de la biodiversité effectivement fonctionnelle, on a dit qu'il y a différents éléments. Si on commence par les nichoirs, pour le moment, on a des nichoirs à la fois ouverts et fermés, donc on a des nichoirs à mésanges avec différents diamètres d'ouverture pour attirer aussi bien la mésange bleue que les petites mésanges et les plus grosses mésanges. Et on a également installé des nichoirs semi-ouverts, plutôt pour attirer d'autres espèces. Alors, ils ne sont pas tous occupés, mais le principe, c'est de le mettre. Quand on a une haie, on a quand même du lierre à certains endroits. Il y a quand même du gîte également pour les oiseaux, pour les chauves-souris, pour les insectes. Et ça apporte quand même un petit plus. Et puis, c'est l'occasion, c'est didactique également pour montrer aux gens qu'on peut faire des choses facilement. Au niveau de la prairie fleurie, ben ça j'en ai depuis quasi le début aussi. Donc si je peux tendre le minimum, ça m'arrange bien. Donc ça c'est déjà un premier avantage. De deux, comme on met de ça, enfin prairie fleurie, c'est quelque chose qu'on peut auto-entretenir en le fauchant, en laissant les graines retomber au sol. À côté de ça, ça attire à la fois des pollinisateurs. Donc on a beaucoup d'abeilles solitaires, on a beaucoup de bourdons qui sont dans le jardin, beaucoup de guêpes. Et la prairie fleurie sert également énormément au chardonneret pour venir piquer des graines. Donc, voilà. Et donc ces prairies fleuries, moi je les fauche une fois par an. Par contre, c'est vrai que je fais attention à tondre tous les pieds des arbres, parce que sinon il y a le campagnol qui s'installe et lui il se développe quand même assez fort et il peut faire des dégâts. Donc là, je tonds à proximité. Et rien que le bruit permet également d'embêter aussi les campagnols pour les éviter. On a également une mare. Et donc la mare est en sortie de lagunage, parce qu'on est en épuration individuelle chez nous. On a les oiseaux qui viennent boire, on a les abeilles qui vont dans la mare chercher de l'eau, on a les batraciens.
principalement des tritons. Les mésanges, le frelon, enfin la guêpe, c'est tous des alliés, quoi. Ils vont peut-être pas attaquer nécessairement le carpocapre, mais peuvent attaquer les chenilles. Donc, j'ai jamais eu de gros problèmes de chenilles, par exemple. Je pense que carpocapre, c'est peut-être pas l'exemple plus typé pour la mésange. Mais voilà, ça aide quand même. Donc, dès qu'on peut avoir des prédateurs, c'est à prendre, c'est tout bon à prendre. Donc oui, je suis persuadé qu'on a moins de dégâts sur l'ensemble du potager et sur l'ensemble des arbres. Donc, je suis persuadé que c'est cet équilibre qui participe à l'ensemble. Par contre, c'est vrai que je fais attention à tondre tous les pieds des arbres, parce que sinon il y a le campagnol qui s'installe et lui se développe quand même assez fort et il peut faire des dégâts. Donc là, je tonds à proximité, et rien que le bruit permet également d'embêter aussi les campagnols pour les éviter. Comme il y a beaucoup de fruits qui tombent, ou parfois la chenille est encore dedans, moi ce que je fais, c'est que je ramasse régulièrement tous les fruits tombés au sol. J'ai pas un grand verre, enfin voilà, c'est quelques arbres, donc c'est assez facile. Et je les mets dans le poulailler. Parce que le gros avantage, c'est que les poules vont aller picorer dans les pommes. Ça va disparaître de toute façon en hiver, ça va se décomposer. Et si les chenilles qui sortent, les poules vont les manger. Donc c'est toujours ça qu'on aura en moins comme ravageur l'année d'après. Et je fais la même chose avec les feuilles mortes. Donc en hiver, je ramasse toutes les feuilles mortes quand elles tombent pour éviter justement de garder soit des champignons pour la rouille au niveau du sol, soit pour éviter de garder trop de cachettes au pied des arbres en hiver qui servent à ce moment-là à des ravageurs, quoi. Voilà, donc c'est ça que je fais avec les fruits et c'est vrai que je pense que ça participe quand même à la gestion globale de tous ces prédateurs. Les pièges, cette année, vous en avez mis 6. Ouais. 6. 2 chez les pruniers, le reste était sur les espaliers. Okay. J'ai quand même récolté plus de pommes cette année sur les espaliers que les autres années en ayant mis les pièges à carpocapse. Alors les prunes, donc il y avait j'étais voir donc régulièrement, comme vous l'avez dit, et effectivement il y a plein de carpocapse qui étaient repris, quoi. Mais je trouve que voilà, on en a quand même plus moins qui sont attaqués par le carpocapse. Donc ça a quand même son effet. Et la Sainte-Catherine, oui, il y en a quand même moins. Mais par contre, ça me convainc de multiplier les pièges l'année prochaine. Je vais en racheter et refaire, quoi. Sur les pommes, j'en avais pas mis parce que l'arbre, les autres années, avaient du mal à produire. Mais c'est vrai que je ne mets pas un piège pour les jeunes arbres parce que s'il y a 4-5 pommes dessus, ça ne sert à rien, quoi. Donc voilà, donc moi, les phéromones, c'est vraiment quelque chose que je suis convaincu, quoi. C'est une technique qui vous a satisfait et vous pensez l'année prochaine augmenter le nombre de pièges, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce serait pas mal que les jardineries se mettent à vendre du gros également et pas le piège individuel qu'on a. Les phéromones, vous les aviez, c'était toutes les 6 semaines, quelque chose comme ça? Oui, j'ai fait un changement au bout de 6 semaines et puis voilà, ici ils ont été retirés. En place de quand à quand les pièges? Ils ont été mis en place de début mai, fin avril, début mai. J'ai changé, allez, on va dire début juin, à peu près 6 semaines, et puis je les ai retirés après le 15 août en disant de toute façon, voilà, à ce moment-là, ça ne servait plus à rien de laisser. J'allais voir très régulièrement, peut-être pas tous les 2-3 jours, mais au moins tous les week-ends, j'allais voir ce qu'il y avait dedans. Franchement, les collants étaient couverts d'insectes. Donc c'était franchement, il y en avait quand même pas mal. Et tous sans exception. Ça me convainc de rajouter des pièges éventuellement à d'autres endroits. Pour se dire, voilà, comme ça on diminue la population. Si la production augmente, autant piéger directement. Pour essayer d'avoir un équilibre. Et les chenilles dont vous parlez, par exemple, que vous avez dans votre potager, c'est la pierrie du chou? Par exemple, oui. Par exemple, c'est la classique. Mais ça, à ce moment-là, si on l'observe bien, j'ai remarqué qu'elle se met parfois sur 1 ou 2 choux. Pas nécessairement sur tous. Alors parfois, il faut en mettre un peu plus et se dire, tant pis, celle-là, c'est pour le garde-manger. Et puis, pour les chenilles et les papillons, et te dit que les autres, c'est pour nous, quoi. Sinon, voilà, je regarde à maintenir les populations sous un seuil de nouveau, quoi. S'il y en a 1 ou 2, c'est pas grave. S'il y en a beaucoup, à ce moment-là, on les élimine manuellement, hein. Puis la chenille, voilà, ça sert à manger aussi à d'autres. Donc, c'est des équilibres à avoir.
Là, c'est plus des dégâts parfois de guêpes au mois d'août. Mais ça, c'est plus facile à gérer avec un piège à eau sucrée, et donc on les capture à ce moment-là. Et ce que j'ai observé cette année aussi, c'est le frelon asiatique qui commence à s'attaquer aux fruits aussi. Non seulement il s'attaque aux abeilles, mais il s'attaque aux fruits. Et lui, il fait des dégâts. Il était fortement sur les vignes, et donc il a attaqué quand même pas mal les raisins. Plus que les guêpes et le frelon européen. Voilà, mais c'est une observation, donc c'est peut-être aussi, faut voir dans le temps ce que ça donne, hein, mais c'est certainement la sécheresse, quoi. Ouais, exactement. Très difficile à dire pourquoi.